la transformation des tiges de cotonnier pour les transformer à son tour en mobilier. Quand ils nous amènent les panneaux à particules, au départ, ça nous a créé un petit problème parce qu'on n'a jamais utilisé. Donc, je me posais mille et une questions pour savoir comment nous pouvons utiliser ces panneaux-là pour réaliser des meubles de grandes dimensions. Après des réflexions, j'ai vu que nous pouvons coller avec la colle que nous utilisons sur place. C'est de cette manière que j'ai réalisé la table et la porte encore. C'est ce que nous avons fait sur les panneaux à particules ici. La transformation des tiges de cotonnier en panneaux de particules est une nouvelle technologie en Afrique de l'Ouest. Elle a fait son apparition en 2018 grâce au projet Valorisation des tiges de cotonnier en panneaux de particules Vaticop. Désormais, les cotonculteurs de la région peuvent commercialiser leurs tiges de cotonnier et augmenter leurs revenus. Ce projet est un projet régional qui est opérationnel dans 3 pays, le Bénin, le Mali et le Togo, mais qui peut aussi impacter d'autres pays dans une phase future. Alors de quoi s'agit-il réellement? Vous savez, sur le plan du cotonnier, nous avons les fibres qui sont valorisées, nous avons les graines, nous avons les feuilles qui servent à nourrir le sol en matière organique. Les tiges aussi sont des résidus de récolte qui devraient être utilisés pour fertiliser le sol. Mais il se fait que pour le cotonnier, la dégradation de ces tiges-là est très lente parce que c'est des tiges qui sont lignifiées. Alors donc, on n'arrive pas toujours à les utiliser pour nourrir le sol comme cela est recommandé. Ce qui se passe dans nos sous-régions, c'est que les tiges de cotonnier sont coupées, sont mis en tas et qui sont incinérés. C'est une pratique qui est déplorée par tout le monde. Or, dans d'autres pays, en Amérique ou bien en Asie, il existe une façon de valoriser cette tige-là. Une technologie existe. Pouvoir capter cette technologie pour valoriser cette tige-là qui a amené donc l'idée du projet Vaticop. Il y a un projet financé par l'UMOA et qui est tenu par le CORAF en direction de nos pays. Vaticop et Projet Val sont des projets financés par la commission de l'UMOA dans le cadre d'une convention signée en 2006 avec le CORAF, le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, comprenant 3 composantes au total. Le 3e projet majeur de cette convention est Amafin, amélioration de l'accès au financement pour les acteurs du maillon commercialisation de la filière maïs. Mis en œuvre au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire entre janvier 2018 et juillet 2019, Amafin est aussi une satisfaction au vu de ses résultats. Il nous a facilité même la mise en relation avec les différents acteurs, c'est-à-dire les acheteurs institutionnels, les fournisseurs d'intrants, les institutions financières, chose qui n'existait pas avant. Avant, nos producteurs avaient des difficultés pour pouvoir avoir accès au crédit intrant. Mais de nos jours, je pense que sur 7 dossiers déposés, en tout cas les 7 dossiers ont été financés à 100%. C'est grâce à l'intervention de Amafin que cela a été vraiment possible. L'élevage, l'aquaculture, le coton ou le maïs sont des domaines prioritaires en matière de lutte contre la pauvreté dans les pays de l'Union. Après un an d'exécution de la convention UMOA-CORAF, les résultats obtenus laissent entrevoir de meilleures perspectives pour une meilleure connaissance des espèces locales et dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ici, on est resté en vase clos pour produire. Mais il faut arriver maintenant à la prévulgarisation de ce que nous avons fait. Il faut impacter beaucoup d'autres acteurs. Cette étape-là, lui et moi, l'AFD, doivent encore souffrir de nous aider à le faire sur un calendrier qu'on va convenir. Après cela, on peut facilement conduire des industriels qui sont prêts à s'investir dans le domaine parce qu'on aurait davantage préparé un marché consommateur de ces produits-là. Si nous nous entendons là-dessus, c'est que nous avons ouvert la voie du développement et nous sommes sur le boulevard de la prospérité. Merci beaucoup pour ce film, merci. Et nous savons que
selon le rapport, on a plus de 8500 personnes bénéficiaires directes qui ont été touchées, impactées par ce programme-là. Donc, ce film n'est qu'une petite représentation des personnes qui ont bénéficié de ce programme. Donc, nous allons continuer et je m'en vais de ce pas présenter notre panel, c'est-à-dire les dirigeants du CORAF et de l'UEMOA qui vont intervenir ce matin. Et nous avons avec nous Monsieur Jonas Mbian, qui est le commissaire de l'UEMOA au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Il est connecté depuis le Burkina Faso. Et nous avons également avec nous le directeur exécutif du CORAF, Dr Abdou Tinkwano. Et nous avons aussi Madame Dr Angela Maria Moreno, qui est la présidente du conseil d'administration du CORAF, mais elle est aussi la directrice de l'Institut de recherche et de développement agraire, qui est INIDA, du Cap-Vert. Donc, on va procéder comme suite. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt avec vous, mes amis les journalistes, donc on va commencer par l'intervention des dirigeants du CORAF et de l'UEMOA. Et pour une question de temps, on va faire un premier tour de questions par pays et chaque pays aura à poser 2 questions. Pour une question de temps, on va revenir après si le temps nous le permet, mais 2 questions par pays et on va commencer par le Bénin. Ce sera par ordre alphabétique et on fera le tour. Dès que le Bénin finit de poser sa question, on va écouter les interventions, les réponses à ces questions-là et ainsi de suite, on va continuer avec le pays suivant. J'aimerais également noter qu'on puisse vraiment, question de temps, être précis et passer directement à la question. Pour tout ce qui concerne les commentaires, vous pouvez les mentionner dans les discussions. Donc, sans plus tarder, je vais de ce pas passer la parole au docteur Abdou Tinkwano, qui est le directeur exécutif du CORAF. Je vous remercie, Madame la modératrice. J'espère que vous m'entendez très bien. Je vous reçois 5 sur 5. Merci, docteur. Bienvenue. Merci, Madame. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur Abdallah Bourema, représenté par Son Excellence, Monsieur le Commissaire chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de l'UEMOA, Monsieur Jonas Mbian, cher frère, Monsieur le Directeur de l'agriculture de l'UEMOA, Dr Seyni Amadou, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des institutions nationales ou régionales, partenaires de recherche et de développement agricole, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs et chers collègues des équipes de mise en œuvre du programme de recherche sur les filières agricoles prioritaires, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités et partenaires, l'honneur est pour moi d'être parmi vous pour prononcer un mot au nom de la communauté du CORAF, le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole. Ce sont les mots introductifs qu'aurait voulu prononcer Dr Angela Maria da Veiga Moreno, présidente du conseil d'administration du CORAF, malheureusement empêchée et qui me charge de vous livrer son message. À l'entame de mon propos, permettez-moi de remercier très sincèrement les autorités de l'UEMOA d'avoir rendu possible l'objet de notre rencontre de ce jour, qui est de porter à la connaissance du grand public les acquis majeurs de la collaboration entre le CORAF et l'UEMOA, dont il est le bras technique, notamment ceux résultant de la mise en œuvre du programme de recherche sur les filières agricoles prioritaires que nous appelons le PREFAB. Mes remerciements vont également à l'endroit des participants pour avoir répondu massivement présents à notre invitation. Cela traduit l'importance qu'ils accordent au sujet qui nous réunit ce jour. Le PREFAB a mobilisé les intelligences des acteurs des chaînes de valeur ajoutée concernant le maïs, le coton, le bétail viande, l'aviculture et l'aquaculture avec comme mots-clés intégration régionale, partenariat,
coalition, inclusion, mutualisation des efforts, avec en ligne de mire l'amélioration durable des conditions de vie des populations du territoire de l'UEMOA. C'est aussi cela le CORAF, puisque ce sont 23 systèmes nationaux de recherche agricole, y compris les universités, d'Afrique de l'Ouest et du Centre et leurs partenaires des organisations régionales de producteurs, de la société civile, du secteur privé, des institutions internationales de recherche agricole et des organisations non gouvernementales, qui se sont mis ensemble pour fédérer leurs efforts de recherche et de développement agricole. Nous sommes heureux de constater que les efforts conjoints du CORAF et de l'UEMOA pour répondre à une partie de nos besoins alimentaires, principalement grâce à la production nationale, se sont progressivement réalisés avec des effets favorables sur la balance commerciale régionale. Nous devons donc être conscients que dans notre région, nous n'avons pas encore atteint les objectifs recommandés en termes d'autosuffisance en ce qui concerne les produits tels que les racines et les tubercules, les céréales, les légumineuses, etc. Et que nous avons également le défi régional de créer des opportunités pour les familles en vue de l'amélioration de leurs moyens de subsistance et de l'atteinte de l'objectif 2 des objectifs de développement durable, les objectifs 2 qui portent donc sur la réduction de l'insécurité alimentaire. En dépit des améliorations de la production et de la productivité agricole au cours de ces dernières années, l'insécurité alimentaire demeure une préoccupation dans plusieurs pays de notre région, ce qui représente un indicateur de l'urgence de la mise en œuvre des programmes intégrés de développement rural pour les populations vulnérables. Au nombre de ceux-ci, en plus de la pandémie actuelle, nous avons le changement climatique, l'utilisation de la bioénergie et l'augmentation significative du prix des céréales. Ces nouveaux problèmes qui sont d'actualité méritent notre réflexion et la prise de mesures conservatoires au niveau mondial, et j'en suis convaincu, ils seront abordés au cours de nos réflexions sur la manière de capitaliser sur les résultats obtenus dans ces trois importants projets dont nous venons de parler. Notre souhait est de trouver le moyen d'œuvrer pour un meilleur développement de l'agriculture dans notre région, qui fait face à de nombreux défis tels que le manque d'infrastructures rurales, la mécanisation, les structures de préservation de l'agriculture, le financement de la recherche, les investissements dans les chaînes de valeur et la budgétisation pour la transformation et la durabilité de l'agriculture, les transports, la commercialisation, la sécurité alimentaire, etc. Malgré les succès et les défis aujourd'hui, je voudrais rappeler à tous que notre Afrique et en particulier notre région dispose d'un potentiel énorme, non seulement pour nourrir la population et éradiquer la faim et l'insécurité alimentaire, mais aussi pour être une actrice majeure sur le marché mondial des produits alimentaires. Ce potentiel réside dans ses ressources humaines, ses terres, ses eaux, ses rivières et océans, ses connaissances, ses ressources naturelles et ses énormes marchés. Conscient de cette opportunité, le CORAF a choisi, il y a plus de 30 ans, de faire de la recherche agronomique l'un des piliers du développement régional, étant un élément important des solutions économiques, politiques et sociales dans tous les pays membres. Le défi du CORAF, en tant que conseil regroupant un réseau de recherche régional très important, est de contribuer aux grandes priorités du continent telles que l'éradication de la pauvreté et de la faim, avec un impact en termes de stimulation du commerce, d'investissement, de diversification économique, de développement durable des ressources et de l'environnement de création d'emplois, de la prospérité pour tous, en accordant une attention particulière aux jeunes et aux femmes qui ont besoin d'emploi et d'amélioration de leurs revenus. Je voudrais réitérer mes félicitations au cadre CORAF UEMOA pour la collaboration
visant à augmenter et à améliorer les capacités d'assistance technique aux agriculteurs et éleveurs par le biais de conseils techniques, d'accès aux facteurs de production agricole, de développement des chaînes de valeur et de meilleures conditions pour commercialiser leurs produits et améliorer leurs conditions socio-économiques. Nous encourageons le tandem CORAF-UEMOA à poursuivre ce partenariat en collaboration avec les différents partenaires stratégiques opérant en Afrique, notamment la Banque mondiale, le FIDA, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque arabe de développement économique, la coopération suisse, l'USAID et bien d'autres. Je ne saurais terminer sans remercier la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour avoir fait du CORAF leur bras technique et d'avoir fourni les ressources pour la réalisation des résultats qui font l'objet de la présente conférence de presse. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ce message a été livré au nom de Madame Angela Moreno, présidente du conseil d'administration du CORAF. Je vous remercie. Merci, Dr Tenkwano. Merci pour cette intervention. Et à présent, je vais inviter Monsieur Jonas Mbian, qui est le commissaire de l'UEMOA au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Commissaire, vous avez la parole. Merci, Madame Kaba. Monsieur le directeur exécutif du CORAF, représentant Madame la présidente du conseil d'administration du CORAF, Mesdames et Messieurs les représentants de la commission de l'UEMOA dans les États membres, Messieurs les partenaires du CORAF, les représentants des partenaires du CORAF, Madame et Messieurs les coordonnateurs des 3 projets exécutés dans le cadre de la convention CORAF-UEMOA, Mesdames et Messieurs les chercheurs, membres des équipes des SNRA des 8 États membres de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les directeurs et cadres de la commission de l'UEMOA, Messieurs les représentants des institutions de recherche et des associations et organisations professionnelles agricoles, Mesdames et Messieurs les journalistes et hommes et femmes de la presse qui sont avec nous ce matin. Chers invités, je voudrais, au nom du président de la commission de l'UEMOA, M. Abdallah Bourima, et en ma qualité de commissaire de l'UEMOA, en charge de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement, remercier le CORAF pour l'organisation parfaite de cette conférence de presse en ligne en associant la commission de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs, votre participation massive à cette conférence en ligne témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur de l'agriculture au sens large et nous encourage au niveau de l'UEMOA à œuvrer dans un cadre concerté pour la promotion d'une gestion rationnelle et durable de nos agrosystèmes. En rappel, je voudrais indiquer que la conférence des chefs d'État de l'UEMOA a adopté en 2001 la politique agricole de l'Union qui vise à réaliser la sécurité alimentaire des populations de notre espace, accroître la productivité et la production de l'agriculture sur des modes durables et améliorer les conditions de vie des populations et développer l'économie rurale. Il convient de rappeler également que l'un des axes d'intervention de cette politique agricole de l'Union porte sur l'intensification des systèmes de production et l'amélioration de l'environnement de la production. En effet, le secteur agricole participe pour une part importante à la formation du PIB et emploie près de 60 à 80% de la population active selon les États. Cependant, malgré cette position stratégique de l'agriculture dans nos économies, notre production agricole se caractérise par une faible productivité, une prévalence de la malnutrition,
une pauvreté rurale ainsi qu'une insécurité alimentaire récurrente. Mesdames et messieurs, face à cette situation, l'accroissement des productions agricoles est devenu un axe majeur pour la réalisation de la sécurité alimentaire. C'est pourquoi la Commission de l'UEMOA a financé la Convention de mise en œuvre des programmes prioritaires de recherche agricole de l'espace communautaire pour un montant de 1,5 milliard de nos francs. Cette convention a été signée le 17 septembre 2014 en choisissant le CORAF comme maître d'ouvrage délégué pour sa mise en œuvre sur une durée de 5 ans. L'appui financier ainsi apporté au CORAF sous forme de subventions a permis d'enregistrer des acquis appréciables permettant d'améliorer la productivité et la compétitivité de 5 filières prioritaires retenues par l'UEMOA et sur lesquelles la Commission travaille, à savoir le riz, le maïs, le coton, le bétail viande et l'aviculture. Il faut souligner que les contraintes liées à l'amélioration de la compétitivité de la filière aquacole ont également été prises en compte dans la mise en œuvre de cette convention. Cette contribution financière de la Commission de l'UEMOA a permis, entre autres, de générer des technologies au profit des utilisateurs, de renforcer les capacités des institutions de recherche agricole de la sous-région en les dotant d'équipements de laboratoire, de pointe et de consommables, de renforcer également le capital humain à travers l'initiation à la recherche de jeunes chercheurs et les formations diplômantes qui ont produit de nombreux ingénieurs ainsi que des titulaires de master et de thèse de doctorat. Cette contribution vient s'ajouter à des financements des actions de recherche-développement à travers plusieurs conventions d'appui que la Commission de l'UEMOA a signées avec d'autres partenaires, notamment Africa Rice pour le projet d'appui technique au programme de mise en œuvre des grandes orientations de la politique agricole de l'Union en vue de la relance du secteur risicole en Afrique de l'Ouest. L'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour la mise en œuvre du projet de développement d'une filière de production de semences améliorées de poissons tilapia du Nil et de poissons-chat africains pour améliorer la disponibilité des stocks génétiquement plus productifs de ces deux espèces. Le CILS, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, pour le renforcement du dispositif sur la sécurité alimentaire, la lutte anti-acridienne et la gestion des pesticides. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation du Burkina Faso pour la valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA et enfin, le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour des réflexions stratégiques sur des thématiques transversales touchant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'urbanisation, l'économie alimentaire, le genre et le développement. Mesdames et messieurs, les résultats acquis dans la mise en œuvre de la convention avec le CORAF ont fait l'objet d'un rapport co-publié par les deux institutions que sont la Commission de l'UEMOA et le CORAF et préfacé par le président de la Commission de l'UEMOA. Je voudrais féliciter toutes les parties prenantes et les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre diligente de la Convention et les inviter à s'approprier et à mettre à l'échelle les acquis obtenus durant ces 5 années de travail. Je voudrais également réitérer les vives félicitations de la Commission de l'UEMOA au directeur exécutif du CORAF pour la qualité du travail et des résultats obtenus en si peu de temps. Enfin, je voudrais réaffirmer la disponibilité de la Commission de l'UEMOA à accompagner les États membres
pour l'amélioration de la productivité et la compétitivité de nos filières agricoles en vue de contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein de notre espace. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, commissaire. Nous avons suivi les deux interventions. La coutume veut que, avant de donner la parole, la coutume veut que les journalistes puissent poser leurs questions dès après. Mais j'ai deux questions pour le CORAF et nos dirigeants du CORAF et de l'UEMOA. Et ma première question s'adresse au directeur exécutif du CORAF, Dr Abdou Tenkwano. Et je souhaiterais savoir, je pense que mes amis journalistes aussi peut-être se posent cette question, quels sont les défis majeurs de la signature de cette convention? C'est la question que j'ai pour Dr Tenkwano. Et ensuite, pour l'UEMOA, nous avons écouté l'intervention et le rapport présente un certain nombre de résultats. Est-ce qu'une seconde phase est envisagée et qu'est-ce que l'UEMOA prévoit de faire concernant la convention CORAF-UEMOA? Docteur Tenkwano, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame Kaba. Je dois dire d'emblée que personnellement, je n'ai connu aucune difficulté dans la signature de cette convention. Nous étions en pleine convergence d'idées. On était tous convaincus qu'il était nécessaire de faire quelque chose et on l'a fait de très bonne foi en accord parfait. Oui, il y a eu des nécessités de prolongation, mais c'est ce qui arrive dans la plupart des projets, mais le projet a été bien exécuté, à mon sens. Il y a peut-être eu un souci à un moment donné pour l'un des programmes, le Baticop, où l'outil principal qui était un prototype à importer pour la mise en œuvre du programme était considéré un peu comme un équipement qu'il fallait acquérir selon les procédures classiques de passation de marché. Et alors que ça n'existe pas sur le marché puisqu'il s'agit de prototypes, il a fallu donc négocier avec l'UEMOA, bien expliquer de quoi il s'agissait. Et une fois qu'on s'est bien compris, ces machines sont arrivées, elles sont opérationnelles au Bénin, au Togo et au Mali. Voilà tout ce que je peux dire. Il n'y a absolument aucun problème dans la signature ni dans la mise en œuvre de cette convention. Je vous remercie. Commissaire, à vous. Oui, Madame Kaba, je dois avouer que je m'attendais à cette question, puisque après tous ces résultats qui ont été rappelés par les uns et les autres, la question est de savoir si nous allons pérenniser cette expérience qui a commencé. Alors, sur ce point, je voudrais indiquer que la volonté de l'UEMOA de soutenir les centres de recherche en général a été très tôt indiquée après l'adoption de la politique agricole de l'Union. Nous avons eu cette politique en 2001, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement. C'est dès 2006 que la commission de l'UEMOA est entrée en coopération avec le CORAF. Même si la convention a été signée en 2014 pour le financement des projets actuels, donc c'est depuis 2006 que la coopération a été établie. Et je l'ai rappelé également dans mes propos liminaires, il y a beaucoup d'autres actions qui sont en cours avec des universités, des centres de recherche. Alors, tout ça, c'est pour dire que de façon générale, l'UEMOA pense que l'avenir de notre agriculture passe nécessairement par sa modernisation, par l'apport de nouvelles technologies, d'innovation, et ça ne peut se faire que par la recherche. Donc, c'est d'abord une politique que nous avons. Et ça, je peux vous dire qu'il y a une politique axée donc, vers le soutien de la recherche. On ne peut que
penser à renouveler ce travail qui a été fait et qui a été très bien fait. Je voudrais indiquer également que le CORAF non seulement a exécuté convenablement la convention, mais le CORAF également s'est aujourd'hui présenté au niveau de toute la sous-région et de la région Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, comme un centre d'excellence. Nous avons donc envisagé, renouvelé, mais il faut évaluer. Cette évaluation, elle se fera. Et dès que nous allons finir l'évaluation, nous allons donc voir les conditions pour continuer cette coopération qui peut revêtir d'autres formes. Hein. Et le ministre béninois qui parlait tout à l'heure dans votre élément introductif, le film qui a été projeté a bien cadré. Il a dit que ce qui vient d'être fait ne peut être utile que si on diffuse. Et vous l'avez dit également, les populations qui ont été touchées sont réellement insignifiantes par rapport aux populations qui attendent. Donc, lorsqu'on fait des projets pilotes, il faut les pérenniser et ensuite les diffuser pour que toute la population puisse donc être impactée. Et c'est ce que nous allons faire dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, commissaire. Alors, on va poursuivre rapidement. Question d'être dans le temps. Donc, pendant 45 minutes, on va, mes amis journalistes, vous aurez la parole et on va interagir ensemble avec nos intervenants. Donc, dès maintenant, on va commencer par le Bénin. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on va suivre un ordre par ordre alphabétique. Donc, dans les salles, les questions viendront, c'est-à-dire 2 questions par pays. On va commencer par le Bénin, ensuite le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau se prépare et suivra le Mali, le Niger et pour finir le Sénégal et le Togo. Donc, à mes amis du Bénin, si vous avez des questions, à vous la parole. On ne vous entend pas. Est-ce que le Bénin peut activer le micro du Polycom? Sinon, je propose, Madame Kaba, de passer au 2e pays en attendant que le Bénin règle son problème technique. Merci de passer au second pays. Merci. Est-ce que le Burkina est prêt? Le Burkina est là. Le Burkina a une question. Le Burkina Faso. Si le Burkina n'est pas prêt, on va passer à la Côte d'Ivoire. Oui. Fraternité Matin. D'accord, c'est la Côte d'Ivoire, oui. Oui. Bonjour. Je peux parler? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, Madame Kaba. C'est Valentin Bouguin du quotidien national Fraternité Matin de Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Je vous reçois. Ah, très bien. Alors, ma question est la suivante. Vous avez le commissaire l'a si bien dit tout à l'heure dans son intervention, l'agriculture, ça occupe entre 60 et 80% de la population active selon les pays. Mais il reste encore beaucoup de défis à relever, au nombre desquels, par exemple, au nombre de ces défis, il y a l'insuffisance des infrastructures rurales. Est-ce qu'il y a des recommandations dans ce sens? Qu'est-ce qui peut être fait? C'est vrai que le CORAF, c'est plus l'aspect recherche et autres. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de recommandations du rapport par rapport à cette problématique? Et deuxième question, c'est par rapport à la recherche. Comment faire en sorte que ces résultats soient véritablement valorisés sur le terrain? Parce que très souvent, il y a des instituts de recherche dans nos pays qui font pas mal de travail admirable, mais qui, par la suite, ne sont pas suffisamment exploités par les destinataires finaux que sont les agriculteurs. Alors, que faire dans ces 2 points? Merci beaucoup. Merci à la Côte d'Ivoire. Et on va revenir à nos intervenants. Commissaire, la question est pour vous. S'il vous plaît, je souhaiterais juste rappeler que c'est
2 questions par pays. Un journaliste pose une question. S'il y a des commentaires à faire, vous pouvez les écrire directement dans le chat de discussion et pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir poser leurs questions. Merci. Oui, merci Madame Kaba. Je voudrais remercier le journaliste de Fraternité Matin pour la question posée et qui, en fait, selon moi, pose toute la problématique du développement rural dont nous avons parlé. Il n'y a pas que l'accroissement de la production agricole qu'il faut pour développer nos régions. Et je note que cette question ouvre un peu sur le développement rural. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'infrastructures rurales pour ces populations qui sont la majorité qui constituent la majorité dans nos pays. Alors, pour ce qui est de l'UMOA, nous avons pris cette question déjà en charge au niveau du traité de l'UMOA. Les chefs d'État et de gouvernement qui ont donc créé l'Union ont prévu un développement intégré de toutes les régions de l'UMOA et c'est pour ça que nous avons ce que nous appelons les fonds structurels. Ces fonds structurels sont dédiés à beaucoup d'activités, dont donc, les infrastructures, l'agriculture bien sûr. Il y a un fonds qui est destiné à l'agriculture que nous appelons le FRDA, le Fonds régional pour le développement agricole. Nous avons également un autre fonds qui s'occupe des infrastructures au niveau des États. Mais ce que je voudrais dire pour apporter une réponse claire à la préoccupation de Fraternité Matin, puisqu'on parle de l'agriculture, c'est de dire que au niveau de l'agriculture, nous avons un vaste programme qui est en cours dans les États pour la construction d'infrastructures de développement. Nous avons un vaste projet de construction de magasins, par exemple, de stockage dans les localités des pays membres et qui permet, ça a démarré dans certains États, l'utilisation de ces magasins achevés, donc a démarré, et dans certains États, c'est en cours. Mais globalement, nous avons achevé dans presque tous les États parce qu'au niveau de l'agriculture, ce qui se pose en ce qui concerne les producteurs, c'est qu'ils produisent, mais ils n'ont pas les capacités de stockage. Et sans les capacités de stockage, on ne peut pas organiser une commercialisation qui soit équitable. Et donc, c'est pour ça que l'UMOA est en train de réaliser ce programme. En plus, au niveau de l'agriculture, nous avons également un vaste programme de construction d'infrastructures destinées à la maîtrise de l'eau, notamment les aménagements de superficie dans les États. Mais nous reconnaissons que toutes ces actions ne peuvent pas suffire. Il faut donc que, au-delà de ce que l'UMOA fait, il y ait donc les actions des États. Et c'est ensemble, les États, l'UMOA, nos partenaires, c'est ensemble qu'on peut travailler pour lever ce défi. Voilà ce que je pouvais dire de façon substantielle sur cette préoccupation de Fraternité Matin. Merci beaucoup. Merci, commissaire. J'espère que nos amis de Fraternité Matin ont bien pris note de l'intervention du commissaire. Donc, on va poursuivre et on va voir avec la Guinée-Bissau s'il y a des questions. Est-ce qu'au niveau de la Guinée-Bissau, il y a des questions? Sinon, ici au Burkina, on est prêt. D'accord. Donc, à vous la parole. Vous présentez votre organe. Oui. Présentez. Vas-y. Je suis Ernest Ambiré, journaliste à TV Télévision du Burkina. Alors, j'ai une préoccupation. Vous le Burkina? Oui. Oui, s'il vous plaît. Deux questions. Je suis Ernest Ambiré, journaliste à la RTV Télévision. D'accord. Alors, j'ai une question. Alors, le commissaire parlait de mettre les résultats à l'échelle.
les résultats obtenus à l'échelle. Je voudrais voir concrètement comment est-ce que cela va se passer. Et je voudrais m'adresser à Dr Tankwano par rapport à la filière maïs. Alors, je sais que le CORAF a appuyé aussi au Burkina ici la filière à travers le projet Donata, un projet de recherche qui est terminé sur le maïs. Mais à la fin du projet, on a constaté qu'il y a un champignon d'aflatoxine qui touche énormément ce maïs-là et qui empêche aujourd'hui les producteurs burkinabés de commercialiser, de faire en tout cas de participer à la commercialisation de manière équitable. Alors, qu'est-ce qui sera fait au niveau de la recherche pour essayer de minimiser ce fléau-là? D'accord, merci. La deuxième question. Oui, alors moi c'est Zali Ibrahima du journal Le Quotidien. Alors, décembre 2019, la convention a pris fin. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques relatives aux différents projets qui ont été mis en œuvre au cours Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que c'est possible d'avoir les statistiques en fait relatives surtout aux différents projets qui ont été exécutés au cours de la convention? D'accord. Pour ce qui est des chiffres clés, on pourra partager avec vous toutes les données concernant ces statistiques-là. Vous pourrez les avoir. C'est bon? Okay. On va essayer de passer à la réponse, oui, qui a été posée. Pour cette question concernant les chiffres clés du projet, vous pourrez les retrouver. On partagera avec vous toutes les informations relatives à cela. Commissaire, à vous la parole pour la question posée depuis le Burkina. Ok, merci Madame Kaba. Alors, donc, pour la question, je crois que j'ai noté la mise à l'échelle, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que on fait, ce que j'avais dit au départ, pour dire que la mise à l'échelle est une préoccupation pour nous tous, mais il faut qu'on travaille en synergie. Commission de l'UMOA, les États membres et les partenaires qui nous soutiennent dans nos efforts de développement. Mais une question importante, c'est qu'il faut d'abord diffuser les résultats qui sont obtenus à travers la recherche. Quand nous avons des projets de ce type qui sont réalisés et que le public, les utilisateurs ne sont pas informés, ça pose un problème. Et c'est pour ça qu'il faut saluer cette initiative du CORAF qui aujourd'hui permet donc à beaucoup de monde, notamment le monde de la presse, d'être informé des actions qui ont été menées à travers cette convention. Donc, à l'avenir, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de renforcer la coopération entre les centres de recherche et la commission, ce qui est en cours. Et mieux, c'est que nous faisons des efforts pour avoir une sorte de coordination régionale. Et c'est ce que le CORAF a fait. Au lieu de travailler seul, il y a eu une coordination, une synergie qui donc a permis à tout un chacun dans chaque État de jouer un rôle. Alors, suite à ce travail qui a été fait, nous allons donc essayer de voir ce qu'il faut en termes de financement pour diffuser déjà et ensuite faire en sorte que les utilisateurs puissent mettre en œuvre tous les résultats qui ont été obtenus. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question. Merci, merci commissaire. Donc, on va revenir un peu sur... j'ai omis tout à l'heure de redonner la parole au docteur Tankwano, le directeur exécutif du CORAF. Fraternité Matin avait une question pour vous et je vais vous laisser répondre à cette question-là. Merci. Je vous remercie, Madame Kaba. Je crois que Monsieur le commissaire a répondu indirectement à la question de nos amis de Fraternité Matin sur la mise à l'échelle. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'opportunités qui s'offrent à nos jeunes pour participer à cette mise
à l'échelle. Et je vais en donner quelques exemples. Quand on prend le programme sur le programme Progeval, il a montré qu'en Côte d'Ivoire seulement, la satisfaction des besoins qui est de 400 000 tonnes pour le poisson n'est que de 70 000 tonnes présentement. Donc, il y a un gap énorme, mais qui est un gap d'opportunité que la mise à l'échelle de l'approche qu'on a préconisée dans le cadre de Progeval devrait pouvoir combler en général les emplois pour les jeunes. Il faudrait donc une politique forte dans le pays, une politique à la mesure de celle qui a été mise en place pour soutenir, par exemple, la filière cacao et la filière anacarde maintenant. Et je pense que c'est possible. Une fois que cette décision est prise au niveau politique, je crois que le pays a les moyens de lever les ressources nécessaires et de mettre en action les ressources humaines qui sont disponibles pour transformer donc ce secteur-là. Si l'on prend le cas de Vaticop pour le coton, nous avons montré que l'on pouvait passer, on pouvait transformer les résidus en revenus. Ces résidus qui étaient brûlés pour la plupart du temps, ces tiges de cotonnier, aujourd'hui permettent de lancer toute une industrie de transformation de ces tiges-là pour faire du matériau pour la menuiserie. Avouez que ce n'est pas tous les jours que nous avons cette liaison entre l'agriculture proprement dite et le secteur donc, de la manufacture. Et ce qu'il faudrait à ce niveau, c'est encore une politique à prendre au niveau de nos pays. Nous avons montré que cela était possible à partir de prototypes que nous avons introduits de l'Inde. Je vois et j'imagine facilement que nos jeunes sortis des écoles d'ingénieurs, nos artisans, ont la capacité de s'inspirer de ces prototypes-là pour produire du matériau, des matériels de transformation. Cela va créer des emplois, cela va développer les secteurs, et là encore, c'est une politique à mettre en place qui va donc accompagner l'utilisation des résultats de cette recherche. Mais comme l'a dit Monsieur le Commissaire, c'est la diffusion qui permet de savoir que l'on a ce potentiel-là. Et c'est en cela que vous, messieurs, madame les journalistes, vous allez pouvoir nous aider. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de vous parler. Et nous pensons que nous allons de plus en plus vous demander de nous aider à parler à nos populations pour leur révéler les opportunités qui existent. En ce qui concerne les questions de la RTB sur le maïs et l'aflatoxine, c'est un sujet qui nous préoccupe. L'aflatoxine n'est pas forcément un problème lié à la variété de maïs. C'est un problème qui est lié à la façon dont le maïs est récolté en fin de production. S'il est trop humide, il peut donc être facilement exposé à ce problème qui n'attaque pas que le maïs. Il est présent aussi sur le piment, il est présent sur l'arachide. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a un produit de la recherche qu'on appelle Aflasafe, qui consiste essentiellement à tirer du sol des variantes de champignons qui causent donc le problème de l'aflatoxine, un peu comme un vaccin. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape de la production semi-industrielle de ce produit-là, à partir de souches qui sont tirées des pays et qui permettent donc, une fois qu'on les incorpore à la production, de limiter la contamination et de faire que l'on ait un produit de qualité. Je pense qu'on est à une étape très avancée d'homologation de ces produits-là et un pays comme le Sénégal en produit déjà en grande quantité. Une usine a été installée à Kaolack pour cela. Enfin, la question de notre ami du quotidien du Burkina Faso, Madame Kaba a répondu. Tout ce que nous avons communiqué est disponible sur notre site web. Il y a les informations, mais nous pouvons vous envoyer aussi les rapports. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci bien, docteur. Et on va poursuivre rapidement. Le temps est contre nous. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'il y a encore 6 pays qui doivent passer,
Donc, on va prendre une question par pays et ensuite, si le temps le permet, on reviendra encore sur les autres pays. Donc, on revient au Bénin rapidement. Est-ce que le Bénin est prêt maintenant? Si le Bénin n'est pas prêt, on va continuer avec le Mali. Est-ce que le Bénin est prêt? Vous nous recevez? Oui, on le vous Bénin reçoit. est prêt. D'accord, s'il vous plaît. Ok, bonjour madame, c'est... Ok, c'est compris. C'est madame Aline Assankon du journal L'Autre Quotidien. Donc, puisque c'est juste une question, je voudrais demander, dans le cadre du renforcement de la résilience, qu'est-ce que l'Union a prévu comme politique régionale pour la transformation de nos produits agricoles sur place? Merci. Merci beaucoup pour cette question précise et concise. On laisse la parole au commissaire. Oui, merci. Et Madame Kaba, la question est effectivement concise et précise, et c'est une question de fond qui concerne un ensemble de politiques, un ensemble de programmes, puisque lorsque nous parlons de transformation de nos produits, je suppose que c'est des produits agricoles, nous avons des actions que nous menons en fonction de la nature des produits. Si je prends le cas du coton, qui est un produit agricole important dans notre zone, d'ailleurs, l'UEMOA est le premier producteur en termes de région en Afrique du coton. Nous sommes en train de mener une politique que je vais qualifier d'assez révolutionnaire qui permettrait de transformer le coton au niveau de l'UEMOA. Vous savez, le coton, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux de transformation. Lorsque vous prenez le coton graine qui est recruté, on a donc la transformation de ce coton en graines et en fibres. Et après cette étape, nous avons la transformation de la graine elle-même. En ce qui concerne la transformation du coton graine en graines et en fibres, pratiquement dans tous les États de l'Union, les États producteurs, nous avons presque une transformation à 100%. Ça veut dire que nous-mêmes, nous arrivons à transformer ce produit au niveau donc, de la graine et de la fibre. Et quand on prend la graine, la transformation également est très élevée au niveau donc, des États producteurs. Sauf qu'il y a des problèmes de prix qui font que quelquefois, bien que transformé, bien qu'on ait besoin de ce produit transformé, les producteurs préfèrent les exporter au lieu de les mettre sur le marché local. Le vrai problème du coton réside au niveau de la transformation de la fibre. Je dois dire malheureusement que nous transformons à peine 2% de notre production de fibres dans la zone. C'est à ce niveau que le problème se pose. Et pour ça, nous travaillons au niveau de l'UEMOA pour mettre en œuvre ce que nous appelons l'agenda coton. L'agenda coton est donc en cours de mise en œuvre avec le soutien de l'USAID et de beaucoup de partenaires. Mais le vrai problème, le docteur Tonkoano l'a rappelé, c'est d'abord les politiques au niveau, donc quand je parle de politique, je parle de politique en vue d'agir. Donc, c'est les politiques qu'il faut mettre en œuvre d'abord au niveau des États. Et l'Union, c'est-à-dire l'UEMOA, vient au niveau donc, subsidiaire pour soutenir ce que les États font. Dans les autres secteurs d'activité, c'est exactement les mêmes politiques que nous sommes en train de mettre en œuvre avec les États, bien sûr, pour transformer. Mais ce qui est important à dire, et je voudrais, comme nous avons la presse qui est là, je voudrais le dire, le fond du problème, ce n'est pas seulement le problème de transformation, c'est d'abord l'acceptation des produits transformés. Le coton, nous avons eu ce problème. Une bonne partie de nos frères et sœurs préfèrent importer, préfèrent utiliser, acheter des produits importés et fabriqués avec du coton qui quitte l'UEMOA, plutôt que d'acheter des produits locaux qui ont été donc fabriqués
par nos artisans, par nos industries locales. Donc, il y a un problème d'abord de comportement que nous devons régler. Chaque fois que nous allons vers le terrain pour voir ce qui se passe, on se rend compte que les politiques qui sont en train d'être mises en œuvre ont besoin d'un accompagnement en termes de changement de comportement. J'ai parlé du coton et si vous permettez, je peux aller au niveau de chaque secteur ou sous-secteur pour dire tous les produits qui nous sont fournis au niveau de nos marchés, vous voyez toujours une préférence des consommateurs vers le produit importé. Ça, c'est un problème de fond. Si on ne le dit pas, on ne le dénonce pas et que des mesures soient prises en termes de politique, en termes d'action, nous ne pouvons pas évoluer dans le sens de la transformation de nos produits. Donc, je voudrais finir sur cette question en disant que oui, il faut mener des politiques, il faut mener des actions, mais nous avons besoin également de changements de comportement, de changements de mentalité au niveau des populations que nous sommes. Merci. Merci, commissaire, pour ces précisions. Donc, comme je l'ai mentionné, vous pouvez nous écrire dans les discussions toutes questions que vous avez. Comme ça, dans la mesure du possible, si nos intervenants peuvent répondre aux questions, ils répondront ou nous vous répondrons directement dans les discussions. Et on continue, on va prendre le Mali. Est-ce que le Mali est prêt? Pour les autres pays, si vous avez la possibilité d'écrire votre question, comme ça, ça nous permettra d'aller très vite. Il ne nous reste plus que 20 minutes. Est-ce que le Mali est prêt? Si le Mali n'est pas prêt, on passe au Niger. Vous me recevez? Est-ce que le Niger peut activer son micro? Merci de passer. En attendant que le Niger se prépare, on va prendre le Sénégal. Alors, bonjour, c'est Abdourahmane Diallo de l'agence de presse africaine, APA News. Donc, moi, ma question est, bon, vu que j'avais des questions, mais vu que c'est une seule que je vais poser, donc je vais m'attarder un peu sur les mesures qui ont été prises pour la pérennisation des projets, des acquis qui sont là, parce que plus souvent, en Afrique, ici, on a des problèmes, on exécute des projets, on développe des projets, mais c'est souvent le suivi qui n'est pas là. Merci. Par rapport à cette question, votre question, vous l'adressez à qui? Représentant de l'UEMOA. Au représentant de l'UEMOA. D'accord. Commissaire, à vous la parole. Commissaire, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà, c'est bon? Oui, vous pouvez y aller. C'est bon, vous pouvez y aller. OK, voilà, merci. Donc, je disais que le problème posé par le Sénégal ou le journaliste qui a parlé depuis Dakar est un problème réel, récurrent. Mais je voudrais dire que cette situation n'est pas tellement ce que nous vivons au niveau des projets de l'UEMOA. Mais je reconnais que de façon générale, c'est un problème qui se pose au niveau de nos pays. Mais je voudrais rassurer pour dire qu'en ce qui concerne les projets de l'UEMOA, le suivi ne souffre d'aucun problème. Les projets sont exécutés, bien exécutés en général, et puis, bon, la mise à disposition des bénéficiaires, que sont les États, se fait très bien. Bon. Mais pour autant, je ne peux pas occulter ce problème qui reste un problème de fond dans les États. Ce qui est important, c'est d'abord d'associer, parce qu'il y a des projets que les gens réalisent et qui ne sont pas souvent
discuter avec les bénéficiaires. Donc, le premier problème que nous avions identifié quand on a parlé de ce genre de situation, c'était qu'il fallait absolument que les bénéficiaires qui doivent donc être attributaires de ces projets, qu'ils puissent être associés à travers donc toute une concertation, une consultation au niveau national. Mais le problème demeure en ce qui concerne certains projets pour lesquels les États doivent prendre les dispositions pour la pérennisation en termes de ressources à affecter à la diffusion et en termes de ressources à affecter pour multiplier pour les projets qui sont des projets pilotes. Voilà ce que vous pouvez dire à ce niveau. Merci. Oui. Allô? Merci bien, commissaire. Docteur Tenkwane, avez-vous quelque chose à rajouter par rapport à cette question du Sénégal? Oui, oui. Je voudrais juste dire que la façon dont nous concevons les projets au niveau du CORAF, c'est de faire en sorte que les bénéficiaires participent dès le début à la formulation du projet de telle sorte qu'ils se l'approprient non seulement en termes de résultats, mais en termes aussi de processus. Et je vais donner l'exemple du projet Amafine qui a été coordonné à partir du Bénin. Il a suffi de mettre en relation les différents acteurs de la filière maïs pour leur donner une puissance telle qu'ils peuvent lever des ressources, lever donc des ressources financières. Je retiens ce que j'ai noté de ce programme, d'après les témoignages entendus, qu'en 18 mois seulement de mise en œuvre, ces opérateurs ont pu lever 175 millions de francs CFA de leur propre chef pour financer leurs activités. C'est-à-dire donc les communautés elles-mêmes deviennent financières de leur activité. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas de meilleure façon de pérenniser. Et donc, je voulais vous offrir ça comme étant l'une des options pour la pérennisation des acquis des programmes. Je vous remercie. Merci, docteur. On a une question, on va poursuivre avec une question qui nous vient de la Guinée. Et la question est la suivante. Il dit, qu'est-ce qui est prévu pour la pérennisation des acquis et le partage des expériences? La question nous vient de Alpha Ousmane Souaré, de Agri Guinée. Docteur, je vous laisse répondre à la question. Ensuite, nous passerons la parole au commissaire. Je pense que je viens justement d'y répondre en donnant l'exemple de la mise en relation des acteurs pour le maïs. Mais de façon générale, je dis que pour qu'un projet soit pérennisé, il s'agit d'associer les utilisateurs finaux dès le départ dans la conception de ce projet afin qu'ils s'approprient non seulement les résultats, mais tout le processus. C'est l'un des ingrédients, à mon avis, de la pérennisation. Je vous remercie. Merci, docteur. Donc, on continue toujours avec les questions. On a une autre question qui nous vient de Monsieur Élisée et il demande la question de productivité, est-ce qu'il y a aussi celui de l'accès des populations à une alimentation saine? Et sur la FAO, dans un récent rapport, alerte sur la faim qui progresse notamment en Afrique subsaharienne, soutenant par ailleurs que l'Afrique est loin d'atteindre l'objectif d'élimination de la faim à l'horizon 2030. Mesurez-vous ce risque au niveau de l'UEMOA et qu'est-ce qui est envisagé dans ce sens? Ça vient du quotidien Inter, la Côte d'Ivoire. Commissaire, je vais vous laisser répondre rapidement. Merci, Madame Kaba. Oui, je note que ce problème pose donc la question de la sécurité alimentaire, qui est d'ailleurs l'objectif final de notre politique agricole.
et dire que toutes les actions que nous menons ont pour objectif principal d'abord la sécurité alimentaire. Ça veut dire la disponibilité donc, des aliments pour les populations, l'accessibilité de ces aliments aux populations de manière à ce qu'elles puissent manger à leur faim. Et c'est ça que nous faisons. Donc, la politique agricole de l'UEMOA, qui a été adoptée en 2001, est d'abord basée sur cet objectif principal. Mieux, c'est qu'au niveau donc, de l'UEMOA, ayant pris en compte cette question qui est toujours là, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, que nous avons dans notre zone, malheureusement, des situations de crise alimentaire de façon récurrente. Et donc, nous avons pensé qu'au-delà des actions de court terme, des actions juste de soutien aux populations, il fallait transformer notre agriculture pour avoir une agriculture de développement qui non seulement permet d'être en sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également qui permet d'accroître les revenus des producteurs et d'accroître donc le bien-être des populations. Et donc, après avoir fait ce constat, nous avons bâti un plan que nous appelons le plan communautaire décennal de transformation de l'agriculture. Et pour ça, toutes les actions qui ont été menées ont ciblé les points clés que nous pensons être importants pour régler cette question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au niveau de la maîtrise de l'eau, nous avons beaucoup travaillé à cela. Au niveau de l'organisation même des producteurs, et les chefs d'État ayant pris cette question en charge ont créé ce que nous appelons un comité de haut niveau, dirigé par le président de la République du Niger, son Excellence M. Mahamadou Issoufou, qui a pris en charge cette question et qui rend compte périodiquement à l'ensemble des chefs d'État de l'UEMOA. Donc, c'est pour au niveau de l'UEMOA, nous travaillons pour régler la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais lorsque vous regardez bien ce que nous vivons dans notre zone, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, malheureusement, ces dernières années, a été amplifiée par la question de la sécurité tout court. La question de la sécurité est venue, donc, et du coup, les populations qui étaient en paix, menaient leurs activités normalement, sont aujourd'hui exposées à l'insécurité tout court, sont déplacées, abandonnent les cultures, donc abandonnent tout le travail qu'elles faisaient. Et c'est ça qui est venu donner donc un coup aux efforts qui étaient en train d'être faits dans tous les pays. En plus de cette insécurité civile qui sévit dans la région, malheureusement, nous avons noté que quelquefois, le problème de l'information et des échanges entre donc, les producteurs se pose. Lorsque vous prenez un pays, quelquefois vous notez d'ailleurs que la circulation des marchandises de région à région pose problème. De sorte qu'il y a des régions excédentaires qui ont des productions qui permettent de nourrir l'ensemble du pays, mais ces excédents ne vont pas vers les régions qui sont déficitaires où il y a une demande. Et quand vous prenez à l'échelle régionale, c'est encore plus compliqué. Et donc, pour régler cette question, l'UEMOA a lancé un projet de création d'une bourse des produits vivriers au sein de l'Union, de manière à ce que l'information au niveau des productions soit disponible en temps réel et qu'on organise un marché virtuel au sein de l'UEMOA, ce qui permet d'avoir l'information à l'intérieur d'un pays entre les régions, l'information au niveau de l'UEMOA entre les pays et faire les échanges qui seront soutenus ensuite par un opérateur qui va s'occuper de la logistique.
Nous travaillons pour la création de cette bourse, mais nous travaillons également pour accroître la production. Et d'ailleurs, la convention avec le CORAF est un exemple. Et je l'avais dit en début donc, de notre conférence de presse pour dire que nous travaillons pour que les résultats de la recherche que le CORAF a pu faire avec tous ses partenaires, ces résultats soient mis au profit donc, de tous les acteurs pour accroître la production et réduire l'insécurité alimentaire qui guette nos populations chaque année. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, mais je reconnais que c'est une question de fond et qu'il convient d'aborder en considérant l'ensemble des facteurs qui touchent aujourd'hui la sécurité alimentaire et qui ne sont pas que des facteurs liés à l'agriculture. Il y a d'autres problèmes qui sont donc plus difficiles à maîtriser, sur lesquels nous n'avons pas d'emprise. Merci. Merci bien, commissaire. On va prendre une dernière question, compte tenu du temps. Guinée-Bissau. Allô, Guinée-Bissau. Allô? Il n'y a pas de... Allô? Ouais, Guinée-Bissau. Le Mali est disponible. Rapidement, et on va prendre une dernière question et on va clôturer, s'il vous plaît. Voilà. Oui, ma question a trait à la filière rizicole. La Guinée-Bissau importe jusqu'à présent plus de 80 000 tonnes de riz par an, alors qu'elle dispose d'énormes potentialités agricoles et une bonne pluviométrie. C'est moi qui voudrais parler. Alors, ma question, qu'est-ce que le CORAF envisage de faire pour aider la Guinée-Bissau à améliorer un tant soit peu sa production de riz? D'accord. Merci beaucoup, Guinée-Bissau, pour cette question, mais j'aimerais juste rappeler que concernant cette convention, il s'agit des filières coton, maïs, bétail, viande, aviculture et aquaculture. D'accord? Donc, pour ce qui concerne la filière rizicole, ça, peut-être une autre fois, mais question de pouvoir avancer rapidement. Merci. Donc, je vais prendre la dernière question. Allô, j'ai une deuxième question. Oui, allez-y. Ma deuxième question aussi a trait au financement, c'est-à-dire que le CORAF a un budget de 1,5 milliard de francs CFA. Alors, la Guinée-Bissau voudrait savoir quels sont les critères pour pouvoir bénéficier à ce financement-là. D'accord. Je vais laisser le directeur répondre à cette question. Docteur Tenkwano. Oui, rapidement, je dirais que nous ne disposons pas d'un budget de 1,5 milliard de francs CFA. C'était l'enveloppe allouée pour la mise en œuvre du programme qui s'est achevé. Mais ceci dit, notre ami de la Guinée-Bissau pose des questions très pertinentes. Nous avons reçu il y a quelques mois de cela une délégation du ministère de l'Agriculture de la Guinée-Bissau avant donc la situation politique actuelle, et il était question d'organiser une mission d'appui en Guinée-Bissau pour mettre en place un plan donc de relance de l'agriculture de la Guinée-Bissau. Je suis en contact avec son Excellence Nelvina Barreto, ministre de l'Agriculture, sur cette question, et il y aura probablement des suites. Donc, ce que je peux dire pour lui dire que c'est un plus Barreto, il faut lui dire. Oui, c'était ce qu'on avait comme contact. Je sais que ça a changé. Alors, M. Tenkwano, ce n'est plus Barreto qui est ministre de l'Agriculture. Oui. C'était le gouvernement de... Oui, c'est ce que j'ai dit. Nous étions en contact avec... j'ai dit, je suis en contact avec... Nous étions en contact avec le ministre de l'Agriculture à l'époque. Mais avec la situation qui évolue très rapidement, comprenez que nous devons aussi évaluer et voir avec qui donc pouvoir réorganiser cette mission dont on avait parlé. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Tenkwano. Allô? Donc, comme je le disais... Madame Kaba? Oui.
Au Mali, nous avons une question. Rapidement, s'il vous plaît. Essayez de poser la question rapidement. Ok, rapidement, on voulait savoir au niveau national, quels sont les chiffres en termes de bénéficiaires. Bon, également savoir, vous avez parlé de 1,5 milliard de francs CFA. Est-ce que s'il vous arrive, comment dirais-je, de continuer ce projet, est-ce que vous pensez à améliorer, comment dirais-je, le montant, l'enveloppe de ce projet pour permettre à beaucoup de gens d'accéder au financement? Merci. Je vois qu'en une question, vous avez posé 2 questions. D'accord. Bon. Je l'ai mentionné plus tôt, les chiffres, on les a déjà partagés avec vous dans les discussions. Vous avez la possibilité de télécharger ces visuels-là. Et les autres documents, c'est-à-dire le rapport et tout autre document qui vous sera utile, on pourra les mettre à votre disposition. Mais pour la deuxième question, je laisse rapidement le commissaire répondre à cette question-là. Toutes mes excuses, je m'étais levé en temps. Je n'ai pas suivi la deuxième question du Mali. D'accord. Mali, rapidement, est-ce que vous pouvez reposer la question très vite? Je disais, avec un budget de 1,5 milliard de francs CFA, si il y a une seconde phase de ce projet, est-ce que vous envisagez d'améliorer l'enveloppe pour permettre à beaucoup de bénéficiaires d'accéder à ces financements? Ah, ok. Bon, d'abord, il faut dire que c'est un programme qui a été conçu pour être un programme pilote et également un programme catalytique qui permettrait à d'autres partenaires de venir avec nous pour donc avancer pour les phases à venir. Donc, a priori, l'UEMOA toute seule ne saurait vraiment dire qu'elle va intervenir à ce niveau avec des ressources conséquentes. Par contre, notre rôle, c'est de faire en sorte que d'abord les États s'approprient ce qui a été fait. C'est pour que et ensuite, d'autres partenaires qui pourraient nous aider, nous accompagner. Peut-être à ce niveau, nous pourrons avoir des ressources plus importantes que ce que nous avons eu. Je veux parler de 1,5 milliard qui, je pense, si on se limite à ça, ne peuvent pas nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, nous pensons associer d'autres partenaires et c'est à ce moment qu'on pourrait espérer avoir des ressources plus conséquentes. Voilà. Merci. Merci, commissaire. On prend rapidement cette dernière question qui nous vient du Sénégal. Et elle s'adresse à vous, commissaire. Et la question est de savoir, il dit sur la question d'une seconde phase, le commissaire a dit qu'il faut d'abord évaluer. Ma question est de savoir si le rapport dont les résultats ont été salués ne suffit pas comme évaluation. La question vient de Eladji Ibrahima Cham du journal Soleil. Merci pour cette question, mais la réponse est non, ça ne suffit pas. Évidemment, le programme de la Convention a été bien exécuté, je l'ai dit tout à l'heure. Le CORAF a fait du bon travail et nous pensons qu'il faut pérenniser. Mais l'évaluation, c'est autre chose. L'évaluation doit précéder nécessairement la décision pour une seconde phase. Donc, je réponds que nous allons évaluer. Après l'évaluation, nous pouvons maintenant envisager ce qu'il faut faire. L'évaluation, ce n'est pas pour sanctionner nécessairement. Ce n'est pas pour sanctionner négativement. On peut évaluer et noter qu'au lieu d'1,5 milliard, il faut peut-être beaucoup de ressources plus importantes. Et ça nous permettra donc de calibrer la recherche de financement vers d'autres partenaires. Et je l'ai dit tout à l'heure que l'UEMOA va travailler pour les États pour donc mobiliser des ressources ensemble avec les États. Mais sans évaluation, on ne peut pas facilement évaluer les besoins de ressources que nous aurons dans la mise en œuvre d'une phase ultérieure. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci. Merci, commissaire.
Donc, on va s'arrêter là pour les questions. Merci pour chacune des questions posées. C'était des questions vraiment pertinentes. Donc, on va bientôt clore sous peu. Et pour cela, je vais passer la parole au directeur exécutif du CORAF, Dr Abdou Tenkwano, pour le mot de fin. Merci, Madame Kaba. Merci, Mesdames et Messieurs les journalistes. Pour une première, je crois que nous avons eu un rendez-vous de qualité. Le Togo n'a même pas intervenu. Nous espérons pouvoir rééditer ce genre de rencontres en présentiel afin que nous nous informions mutuellement de ce qui se passe chacun de notre côté. La recherche est souvent considérée comme étant fermée. Nous voulons vous montrer que nous ne le sommes pas. Et nous aimerions que vous puissiez aussi nous indiquer comment nous pouvons vous aider à mieux nous aider. C'est le message que j'aimerais porter à l'endroit de nos amis les journalistes. À l'endroit de la commission de l'UEMOA, je remercie très fortement mon cher frère le commissaire Bian pour les propos tenus, des propos rassurants par rapport à la suite. Le CORAF est toujours honoré de pouvoir servir les communautés économiques régionales qui appuient les pays à se fédérer et à travailler ensemble. Nous avons tiré une très belle leçon de notre action qui est que le régional porte très facilement les pays de telle sorte que l'on ne fasse pas tout partout, mais que ce qui se fait dans un pays se transfère facilement dans un autre pays. Voilà ce que j'aimerais retenir comme message clé, le dernier étant que dans le cadre de ce projet, on a aussi pensé à la relance, à la relève surtout. Beaucoup de jeunes ont été formés. La recherche est assez vieillissante dans la plupart des pays et c'est un des facteurs donc importants de la pérennisation de la performance de la recherche. Je vous remercie. Merci, docteur, pour cette dernière intervention. Donc, exceptionnellement, pour pouvoir équilibrer la balance, on va prendre le Togo, qui n'a pas du tout intervenu, rapidement, le Togo pour une question. Justement. Voilà. S'il vous plaît, une question qui cadre avec le programme, s'il vous plaît. Rapidement, le Togo. D'accord, donc le Togo n'est pas prêt. On va avancer. D'accord. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Une question. Allez-y. Et c'est ici? Togo. C'est le Togo. On vous reçoit, allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous pouvez poser la question rapidement. D'accord, pour le Togo. La démarche, Oui. la démarche qualité, mais nous avons vu clairement qu'il y a un problème par rapport à la réaction de nos publics face à nos produits. Par rapport à ça, par rapport à ce problème, et par rapport à ce partenariat CORAF-UEMOA, est-ce qu'il y a une démarche qualité qui est envisagée ou est-ce qu'il y a une démarche qualité qui existe déjà pour permettre justement à ce que le public reçoit convenablement nos produits? Merci. D'accord. Donc, on va revenir rapidement, docteur Tenkwano. C'est vrai que c'était le mot de fin, mais on va vous laisser répondre à cette question pour terminer. Merci, Madame Kaba. Je crois que Monsieur le commissaire vient beaucoup mieux placé que moi pour répondre à cette question qui touche essentiellement à la compétitivité des produits locaux par rapport à ceux qui sont importés. Je pense que nous observons de plus en plus un engouement pour les produits lorsqu'ils sont de qualité. Pour les produits qui sont consommés, évidemment, la qualité se pose en termes de valeur nutritionnelle, valeur sanitaire, et je crois qu'il y a des améliorations qui se font de plus en plus dans notre région. Très souvent, l'emballage pose problème.
mais je crois qu'il y a des améliorations qui se font aussi à ce niveau. Je pense que c'est une préoccupation qui est réelle et qui est prise en compte par plusieurs gouvernements et qui va donc, à mon avis, constituer l'une des articulations fondamentales de la recherche dans la région pour les années à venir. La question donc du traitement post-récolte, la question de l'emballage va se poser. Voilà, je pense que ce que je peux ajouter tient à ces quelques mots. Je vous remercie. Merci, docteur. Commissaire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, pas grand-chose, juste pour dire qu'effectivement, au niveau de l'UMOA, il y a donc des structures qui s'occupent de la démarche qualité au niveau donc, de l'Union. Malheureusement, je n'ai pas ces structures dans mes activités, donc je ne suis pas qualifié pour réellement répondre à cette question. Juste indiquer que beaucoup de travaux ont été effectués dans les États sous l'impulsion donc de l'UMOA et nous essayerons de mettre à la disposition des hommes et des femmes de presse tout ce qui a été fait dans ce domaine qui, à mon sens, préoccupe de plus en plus tout un chacun de nous. Merci. Merci, commissaire. Je vais vous laisser poursuivre avec le mot de fin. OK, merci. Comme mot de fin, je voudrais d'abord remercier le CORAF qui nous a associés à cette conférence de presse virtuelle qui est une première et féliciter le CORAF pour avoir pris cette initiative et également féliciter le CORAF pour le travail de qualité qui a été fait dans la mise en œuvre de la convention que nous avons signée avec eux. Ensuite, je voudrais féliciter et remercier également tous les participants, à commencer par les hommes et les femmes de presse qui, selon ce que j'ai noté à travers les discussions, ont un grand engouement pour les questions qui touchent à l'agriculture, à l'alimentation, à la sécurité alimentaire. Je note tout simplement, je tire une leçon de cette conférence de presse, c'est que nous avons besoin de nous revoir régulièrement, d'échanger pour vous apporter l'information sur ce que nous faisons. Et quand je dis nous faisons, ce n'est pas seulement les institutions, les organisations intergouvernementales comme l'UMOA, mais également les centres de recherche comme le CORAF et puis bien d'autres. Et donc, je prends bonne note de cette nécessité de travailler, pas seulement dans nos bureaux, mais de travailler avec vous pour vous apporter l'information qu'il faut pour la relayer au niveau des populations. Je voudrais noter également que l'ensemble des préoccupations tournent réellement autour de quelques questions clés qui concernent bien sûr l'alimentation, qui concernent la pérennisation du travail qui a été fait par le CORAF et qui concernent de façon générale le suivi des projets qui sont exécutés dans nos pays. J'ai également noté que la sécurité alimentaire est une préoccupation et beaucoup d'intervenants sont revenus sur les efforts, les actions qui sont mises en œuvre par l'UMOA. Ce que je peux dire pour finir, c'est que l'UMOA, ayant pris conscience de cette situation depuis longtemps, a mis les moyens qu'il faut pour prendre en charge ces questions. Mais nous notons que l'évolution actuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle, l'évolution des productions agricoles, l'évolution du niveau de transformation de nos produits nous montre que nous devons redoubler les efforts, nous devons faire mieux que ce que nous avons fait. Et c'est la leçon principale que je retire de cet échange avec vous, hommes et femmes de presse. Et au nom du président de la commission de l'UMOA, je voudrais donc une fois encore vous dire merci et vous donner rendez-vous pour d'autres discussions à d'autres occasions. Merci. Merci, merci bien,
commissaire, pour ce mot de fin. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de ce point de presse. Il est vrai qu'en 1 heure de temps, on ne peut pas tout dire. Il y a beaucoup à dire et on vous recommande de pouvoir retourner un peu dans les rapports. Vous aurez un maximum d'informations et nous partagerons également avec vous les contacts des personnes ressources par pays. Vous pourrez les contacter directement et ils pourront vous répondre à vos différentes questions. Donc, vous pouvez également, si vous n'avez pas assisté au webinaire d'hier, organisé avec les acteurs principaux à la réalisation des différents projets de la convention CORAF UEMOA, vous pourrez aller sur la page Facebook du CORAF en tapant @CORAF CORAF et vous pourrez revoir ce live-là qui était vraiment fructueux. Vous pourrez avoir beaucoup d'éléments dont vous avez besoin. Donc, nous allons terminer sur cette note-là. On ne peut pas ne pas remercier. Le CORAF souhaite précisément remercier d'abord les acteurs et actrices principaux des différents projets que sont Progeval, Vaticop et Amafin pour leur dévouement à la bonne mise en œuvre de ce projet-là. Et on ne pourrait pas s'arrêter là. Cette conférence de presse ainsi que le webinaire qui a eu lieu hier a été co-organisé avec l'UEMOA, avec l'appui du directeur de la communication qui est M. Drissa Ouattara. Nous disons merci à lui et à toute son équipe pour les efforts qui l'ont ménagé pour la réussite de cet événement-là. Et il y a également la communication du CORAF. Et nous voulons vraiment dire merci parce que, comme vous l'avez constaté, c'est vraiment une première. C'est vrai qu'avec la COVID-19, sans la COVID-19, on aurait dû peut-être se rencontrer, se retrouver, se réunir quelque part. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et ça, c'est un autre avantage que nous avons aujourd'hui. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe du CORAF. Le gestionnaire de la communication tient personnellement à remercier son équipe qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et merci à vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver également tous les différents documents sur le site du CORAF qui est coraf.org. Et on se dit à bientôt. Merci. De la convention CORAF UEMOA est disponible également sur notre site web UEMOA. Donc, tous les acteurs peuvent vraiment retrouver ce rapport-là. Et nous voulons également remercier, en tout cas, tous les journalistes qui ont voulu bien participer à cette conférence de presse dans tous les pays de l'UEMOA. Également aux gestionnaires de nos bureaux de représentation ainsi que tous les représentants qui nous ont aidés vraiment pour la réalisation de cette conférence de presse en ligne. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci à tout un chacun. Merci.